Bonjour, je voudrais partager avec vous le fait que des salariés en bonne santé font des entreprises en bonne santé. Mon nom est Dominique Vacher, je suis professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Je suis également consultant et coordinateur santé-sécurité d'un grand groupe énergéticien français. L'objectif de ce moment que nous allons passer ensemble dans cette séquence, il y en a 6. D'abord, vous proposer une clé d'entrée sur ce sujet. Rappeler que la gouvernance est un sujet éminemment stratégique concernant l'ensemble des décisions que doit être amenée à prendre l'entreprise. Rappeler les côtés organisationnels, rappeler la nécessité de développer une posture managériale. Et nous arriverons à un concept que je vous proposerai qui tourne autour de la voûte de la performance. Et enfin, nous partagerons le fait que des études aujourd'hui sont disponibles pour démontrer que investir dans la santé et la sécurité au travail, eh bien, ça rapporte. Alors, cette clé d'entrée, tout d'abord, c'est de partir du principe que toute atteinte à la santé d'un salarié est un marqueur du manque de maîtrise de l'activité, ou dit plus simplement, tout accident du travail révèle un manque de professionnalisme. Un manque de professionnalisme, comme l'est d'ailleurs un accident vis-à-vis de la qualité de vos produits ou de vos services, du respect de l'environnement lorsque vous faites vos activités, du respect de l'éthique, du respect des coûts et des budgets dans lesquels s'inscrivent vos activités, etc., etc. Cela peut choquer, mais cela traduit simplement que la sécurité n'est pas quelque chose que l'on fait en plus de ces activités, c'est juste quelque chose qui est partie prenante de la façon dont vous devez exercer vos activités. Un préalable, disais-je tout à l'heure, le mode de gouvernance. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez comme message sur ce sujet-là? Eh bien, tout simplement que la façon dont vous prenez vos décisions, en tous les cas les décisions importantes dans l'entreprise, doit faire que vous connaissiez les impacts de vos futures décisions, non pas seulement sur le champ pour lequel vous vous apprêtez à la prendre, mais aussi sur tous les autres champs qu'elle est susceptible d'impacter. Ainsi, vous aurez les tenants et les aboutissants de cette future décision et vous pourrez mesurer à quel point elle crée de la valeur ajoutée à très court terme. En général, c'est ce qui va vous faire prendre cette décision, mais aussi qu'elle vous crée toujours de la valeur ajoutée à moyen et à plus long terme, ce qui est loin d'être le cas lorsqu'on oublie de regarder l'impact des décisions sur les autres champs que ceux pour lesquels on la prend. Alors, rentrons sur ces fondamentaux. Tout d'abord, bien sûr, une organisation. Une entreprise qui n'est pas organisée n'assurera pas de résultats pérennes dans la durée, bien évidemment. Et cette organisation, en matière de santé-sécurité au travail, elle doit mettre sous contrôle, tout d'abord, ce qu'on appelle la conformité réglementaire, c'est-à-dire tout ce que le législateur attend de vous lorsque vous pratiquez vos activités. À vous donc, en fonction de vos activités, d'identifier, essentiellement d'ailleurs dans le Code du travail en France, l'ensemble des obligations particulières, c'est-à-dire dédiées à des situations de risque bien précises, auxquelles le législateur attend de vous, employeur, que vous donniez une réponse, souvent de moyens d'ailleurs, pour pouvoir mettre sous contrôle cette situation. En fonction de votre activité donc, les exigences réglementaires que vous aurez à respecter ne sont pas les mêmes. À vous de les identifier et sachant cela, à vous aussi de mettre sous contrôle le fait que le législateur pouvant amener des modifications ou des créations de nouvelles exigences, plus rarement des suppressions, eh bien que ce référentiel réglementaire est maintenu à jour. Et une fois que vous avez la connaissance de ce que vous avez à respecter, eh bien, le plus dur commence. Il faut vérifier que tout ça est effectivement respecté. Et bien sûr, en cas d'écart, vous aurez à mettre en œuvre des actions pour revenir en conformité. Aujourd'hui, la conformité réglementaire est vraiment le minimum minimorum des attentes de la société à travers le législateur vis-à-vis de l'employeur. Il faut donc que votre organisation aille plus loin et mettre en place notamment le respect du premier principe de prévention. Dans la séquence dédiée à l'évaluation des risques, vous verrez que la directive cadre européenne de 1989 a posé un certain nombre d'obligations à l'employeur et nous a offert 9 principes de prévention, au premier rang desquels la suppression du risque. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est techniquement possible de le faire, l'employeur devra supprimer les risques. Et le deuxième principe
lorsque la suppression n'est pas possible, alors s'appliquera, c'est l'évaluation des risques, une séquence, le disais-je, est dédiée à cela. Eh bien, votre organisation, elle doit faire en sorte que ce premier principe soit mis sous contrôle, c'est-à-dire que dès que vous lancez un projet, dès que vous lancez des études de conception, voire même dès que vous vous proposez d'acheter un matériel ou un équipement, il faudra réfléchir à faire en sorte que vous ne fassiez rentrer ou que vous ne créiez que le minimum de risque vis-à-vis de la santé et de la sécurité de vos salariés. Et de façon organisationnelle, vous devez mettre ça sous contrôle. Et puis enfin, troisième point, lorsque, le disais-je, le premier principe de prévention, suppression des risques ne peut être appliqué, alors il faut évaluer l'ensemble des risques que courent vos salariés. Eh bien, ces trois piliers, finalement, qui font la traduction de la réglementation dans le management au quotidien des entreprises, doivent derrière, bien sûr, générer des actions d'amélioration continue en matière organisationnelle, de façon à s'assurer que votre organisation répond bien aux principes que vous avez retenus et aux standards, parfois, que vous avez choisis. Et en cas d'écart, là encore, vous devrez mettre en place donc des actions pour améliorer cette organisation. Des actions de retour en conformité réglementaire, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Et puis enfin, des actions de maîtrise des risques, en se rappelant que ces actions de maîtrise des risques, elles peuvent être de 3 niveaux, prévention, protection et transfert. Le transfert, c'est une approche macro-expositionnelle des salariés à des dangers. Pour une situation de travail donnée, vous pouvez avoir des salariés dont le professionnalisme et la maîtrise des risques de leur entreprise fera que s'ils font cette situation, cette activité, eh bien, ils prendront moins de risques que si vous confiez à vos propres salariés, souvent parce que ce n'est pas une activité qui est votre activité cœur de métier, eh bien, si vous confiez cette activité à vos salariés, ils seront alors exposés, eux, à des risques plus importants parce que leur professionnalisme sur cette activité n'est pas équivalent au professionnalisme d'une entreprise qui serait par exemple dédiée à ce genre d'activité et votre façon de gérer ces risques en tant qu'entreprise n'est peut-être pas aussi prégnante et bonne que l'entreprise qui pourrait faire ça parce qu'elle le fait tous les jours. Le transfert, c'est transférer l'activité, ce n'est pas transférer les risques bien sûr, mais c'est transférer l'activité dans un souci où ceux qui feront l'activité courront moins de risques dans ce cas de figure que si c'était vous qui faisiez cette activité. La protection, très important parce que la protection, il faut se rappeler que c'est finalement le dernier rempart avant que les salariés soient atteints dans leur chair. Et là encore, les principes de prévention nous rappellent qu'on doit mettre en œuvre d'abord des actions de protection collective avant de mettre en œuvre des actions de protection individuelle. Protection collective, une machine fait du bruit, eh bien, le réflexe n'est pas de donner des bouchons anti-bruit aux salariés, le réflexe est de voir comment je peux diminuer le bruit à la source, c'est-à-dire en changeant l'équipement si son temps de vie est atteint, et en le remplaçant par un équipement qui fait moins de bruit, ou alors en le capotant avec des dispositifs et des matériaux qui empêcheront la transmission du bruit au-delà de cette cloche que vous pourrez poser sur cette machine lorsque c'est possible, et seulement après, si cette action n'a pas été suffisante, alors vous compléterez avec des actions de protection individuelle. Et puis, lorsque vous vous cantonnez à faire ça, on s'aperçoit qu'il y a toujours des accidents, toujours des maladies professionnelles. Cela veut dire qu'il faut mettre encore d'autres types d'actions. Et là, ce sont des actions dites de prévention. Lorsque l'on définit le risque comme étant une exposition à un danger, on voit immédiatement que nous avons 3 leviers d'action. Supprimer le danger, qui supprimera le risque, supprimer l'exposition, qui supprimera également le risque, ou, si l'un ou l'autre ne sont pas possibles, jouer sur une moindre exposition à un moindre danger, ce qui améliorera la maîtrise de vos risques. Dans ces fondamentaux, vous avez vu que la gouvernance était un point clé et une première arche de ma voûte de la performance qui était faite à travers l'organisation de l'entreprise. Eh bien, il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce sont les hommes et les femmes dans l'entreprise qui transforment votre organisation, vos règles, vos procédures en performance. Ou pas. Ou pas parce que tout dépendra à un niveau important de votre style de management, de votre posture managériale et de votre capacité finalement à rendre vos salariés confortables
avec l'organisation et avec l'entreprise, ce qu'elle vit. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez avoir une construction de la confiance, de la motivation, de l'implication, à terme, d'une culture, sécurité dans un premier temps, mais qui peut se développer vers une culture de l'excellence. Je vous renvoie d'ailleurs sur la séquence dédiée à la culture sécurité sur ce sujet. Et enfin, la clé de voûte de cet ensemble, eh bien, c'est le niveau d'exigence du manager et à terme de l'ensemble de ses collaborateurs. Niveau d'exigence, pourquoi? Eh bien, précisément pour respecter les règles et les procédures de travail que l'entreprise a retenues. Il est frappant en effet de se rappeler que ces règles, ces procédures, bien souvent trouvent leur source dans le fait qu'il y a, dans le passé, eu des accidents, des incidents qui, après analyse, ont fait que l'entreprise, pour éviter leur reproduction, a mis en place des règles et des procédures. Aussi, ces règles et ces procédures, elles ont une histoire, elles ont un passé, elles ont une légitimité. Et à partir du moment où l'entreprise considère que cette façon de faire doit être la règle, alors il faut que toute l'entreprise, à commencer par le management, s'empare de la volonté de faire respecter ces règles et de les voir strictement appliquées dans tous les cas où il est nécessaire de les appliquer. Et c'est chose compliquée. Mais c'est un niveau d'exigence qu'il faut absolument élever de façon à assurer au final que l'ensemble amène à la performance attendue. Et on pourrait résumer cet ensemble schématiquement en se rappelant donc que sur cette partie droite, vous avez tout ce qui touche à l'organisation de l'entreprise, qui va vous permettre d'avoir une approche intégrée de votre activité, et non pas « je fais mon activité, et puis quand j'ai le temps, je fais de la sécurité ». Une organisation qui va délivrer des décisions arbitrées, c'est-à-dire arbitrées au sens où vous avez connaissance parfaitement des impacts de la décision sur tous les champs qu'elle est susceptible de concerner. Et donc vous avez fait les arbitrages nécessaires pour que ces impacts soient le plus faibles possible. Et cette organisation, il faut ainsi qu'elle réponde aux attentes de toutes les parties intéressées. De l'autre côté de la voûte de la performance, eh bien, vous avez compris que la posture managériale, la façon dont les managers et l'encadrement au sens large va se comporter, va avoir un impact très important sur le fait que les hommes et les femmes dans l'entreprise transformeront tout ce que vous avez organisé en performance. Des gens heureux dans l'entreprise, des gens épanouis, des gens dont la qualité de vie au travail est vraiment un plus et est considérée par eux-mêmes comme étant au niveau de ce qu'ils attendent, eh bien, c'est tout l'enjeu de cette posture managériale avec, je le rappelle, cette clé de voûte qui tient l'ensemble de la performance dans la durée, le niveau d'exigence du management sur le respect des exigences. Alors, je vous propose à ce stade un concept qui vous entraîne vers une culture sécurité et qui est finalement une question. Quelle est la durée de vie d'une situation dangereuse? Quelle est la durée de vie d'une situation anormale? Anormale au sens où elle est en écart par rapport aux attendus que l'entreprise souhaiterait voir respectés. Évidemment, la réponse n'est pas temporelle, 2 minutes, 3 secondes n'a pas de sens, mais si vous êtes capable de raconter une histoire pour répondre à cette question, cela sous-entend que vous avez mis en place un certain nombre de choses pour pouvoir précisément vous assurer qu'à partir du moment où une situation anormale a été détectée, sa durée de vie va être la plus faible possible. Rapporté à notre champ de la santé-sécurité au travail, cela signifie que quelqu'un qui découvre une situation dangereuse, sans prendre de risque pour lui-même, on va lui demander à minima de rendre ce danger visible pour tous ceux qui pourraient être amenés à passer dans l'environnement de cette situation dangereuse. Le risque n'existe plus à partir du moment où ce danger qui a été détecté a été rendu visible, suffisamment visible en tout cas, pour que personne, sans le faire exprès, ne puisse s'exposer à ce danger et donc courir un risque. Donc vous voyez que cette notion de durée de vie d'une situation dangereuse ou durée de vie d'une situation anormale va vous emmener vers une approche collective où chaque acteur va être
va pouvoir agir finalement à l'amélioration du niveau de sécurité dans l'entreprise par le fait même qu'on ne passera pas à côté de quelque chose qui est dangereux sans agir immédiatement, à minima, vous l'avez compris, en rendant ce danger visible à tout le monde. Du coup, on part sur cette notion de culture, je n'insiste pas plus, une séquence est dédiée sur ce sujet dans ce MOOC. Je termine en vous présentant le résultat de 2 études. L'une est internationale, elle a été faite par l'Association internationale de sécurité sociale, l'AISS, auprès de plus de 300 entreprises sur 15 pays différents. Elle démontre dans ses résultats que lorsque vous investissez 1 € dans le domaine de la santé-sécurité au travail, votre retour sur investissement est de 2,2 €. Autrement dit, la sécurité a un coût, certes, mais la très très bonne nouvelle, c'est que votre retour sur investissement est de plus de 2 fois l'investissement de base. Et c'est une moyenne, puisque vous regardez sur le graphe, vous avez à minima un retour sur investissement de 1 pour 1, mais en fonction des choix, des actions que vous avez faites, cela peut être supérieur à un rendement de 7. Et en France, récemment, l'OPBTP a produit également une étude qu'elle a faite au niveau de grosses centaines d'entreprises. Et ce qui est presque surprenant, allais-je dire, c'est que cette étude arrive exactement au même résultat, puisque pour 1 € investi, l'OPBTP nous dit que le retour sur investissement est de 2,19 €. La sécurité, ça rapporte. Vous avez compris donc que des salariés en bonne santé font des entreprises en bonne santé, tout simplement parce que pour être excellent en santé-sécurité au travail, et ce sera ma conclusion, vous devez mettre en œuvre un tas de pratiques qui touchent tant à l'organisation que tant à l'animation des hommes et des femmes dans l'entreprise, que tant au niveau d'exigence du respect des exigences, et que quand vous mettez l'ensemble de ces pratiques pour être excellent en santé-sécurité, eh bien, bonne nouvelle, en fait, vous améliorez la performance globale de votre activité. Merci pour cette écoute et à bientôt peut-être.